Voilà, donc on démarre aujourd'hui un cours très important, vraiment très important dans notre UV sur l'automatique, qui est l'analyse fréquentielle des systèmes linéaires continus. Donc la semaine dernière, on a vu l'analyse temporelle, qui consiste à tracer l'évolution des sorties en fonction du temps. Et suite à cela, on était en mesure de dire si le système était stable ou instable dans un premier temps, et de dire si la réponse est celle d'un système du premier ordre ou d'un système du second ordre. Donc un second ordre, souvent, on a la présence d'oscillations. Les oscillations, si le système est stable, ont une amplitude qui va se réduire au fur et à mesure du temps. Si le système est instable, les oscillations augmentent jusqu'à aller vers des valeurs interdites. D'accord ? On a vu que le nombre d'oscillations, la fréquence des oscillations, leur amplitude est fonction du facteur d'amortissement. D'accord ? Le xi va directement avoir un impact sur le nombre d'amortissements, enfin le nombre d'oscillations qu'on va avoir. Donc si le xi était élevé, on risque, pour un premier ordre, d'avoir un système très amorti, et auquel cas il n'y a même pas d'oscillation. Donc typiquement, il va ressembler à un système du premier ordre qui, je rappelle, ressemble à la charge d'un condensateur. Donc pas d'oscillation, c'est un système qui monte suivant une exponentielle. Et à ce moment-là, on est incapable de dire s'il s'agit d'un système du premier ordre ou du second ordre très amorti. Donc là, c'est la difficulté qu'on a avec l'analyse temporelle. C'est qu'elle ne permet pas de statuer avec certitude et d'avoir plus de paramètres que ceux du premier ordre. Donc, je rappelle que la fonction de transfert du premier ordre est du style k sur 1 plus tau p. Donc, il y a deux paramètres à déterminer, k et tau. Le second ordre a trois paramètres à identifier. Et grâce à l'analyse temporelle, on peut déterminer ces paramètres-là. D'autres paramètres existent, mais ces paramètres sont invisibles dans l'analyse temporelle. Donc l'analyse fréquentielle est plus rigoureuse, elle donne plus d'informations et elle permet de statuer avec exactitude de l'ordre du système. Donc on peut se dire, c'est un système du premier ordre, du second ordre, du troisième, du quatrième, et ainsi de suite. D'accord ? Alors je rappelle aussi que sur ce cours va se baser les 2 prochains TP. Donc merci de suivre avec attention. Donc l'analyse fréquentielle va nous donner différentes informations, différentes caractéristiques sur le système, telles que ST, ça veut dire such that, telles que bandwidth, c'est la bande passante, cutoff frequency, c'est la fréquence de coupure, d'accord ? Donc ces caractéristiques peuvent être obtenues uniquement si on fait une analyse fréquentielle. Donc contrairement à l'analyse temporelle, dans l'analyse fréquentielle, sur l'abscisse, on va mettre soit la fréquence, soit la pulsation. Donc ce n'est plus le temps. Donc c'est une approche très intéressante, très utile dans l'étude de la stabilité des systèmes linéaires. Donc le but de cette analyse fréquentielle est d'étudier le comportement d'un système linéaire. La principale différence également, c'est que l'entrée change. Le signal d'entrée que vous appliquez pour un système, si on fait l'analyse fréquentielle, doit obligatoirement être un signal sinusoïdal. Alors si vous vous rappelez bien, dans l'analyse temporelle, on avait deux types d'entrées, soit l'impulsion de Dirac, donc une énergie infinie sur un laps de temps très court, soit une entrée en échelon, donc une constante. Ça, c'est dans l'analyse temporelle. Si on passe à une analyse fréquentielle, l'entrée doit absolument être une fonction sinusoïdale. D'accord ? Donc l'échelon, l'impulsion de Dirac ne fonctionne pas dans l'analyse fréquentielle. Il n'y a pas de fréquence quand vous mettez un échelon. La fréquence est nulle. Donc analyse fréquentielle indique qu'il faut mettre une fréquence.
Alors vous allez me dire quel est l'intérêt de mettre un signal sinusoïdal. Un signal sinusoïdal en entrée va nous permettre de modifier la fréquence de signal d'entrée. Donc on va balayer toutes les fréquences, des basses fréquences, moyennes jusqu'aux hautes fréquences, et donc on va exciter le système dans toute la bande passante pour savoir s'il est stable aussi bien en basse fréquence, haute fréquence, ou s'il est stable sur une telle bande passante plutôt basse, plutôt haute, ou largeur de bande. Donc, une analyse fréquentielle est quand même plus complète et plus, entre guillemets, difficile au système. Donc, on le fait passer par une moulinette plus importante, plus conséquente, pour statuer à la fin et dire s'il est stable ou pas. Gardez ça en tête, puisque pas mal d'étudiants l'oublient. Quand vous faites une analyse fréquentielle, l'entrée doit absolument être un signal sinusoïdal. Alors, la fonction de transfert, on la connaît, c'est celle qui lie la sortie à l'entrée. Souvent, elle est donnée sous cette forme, S de P sur E de P. Alors, quelle que soit l'appellation, hein, parfois on l'appelle G de P ou H de P, c'est juste une lettre hein, qu'on affecte pour l'instant à la fonction de transfert. Quand on fait une analyse fréquentielle, il faut passer à la fonction de transfert complexe. C'est-à-dire que l'opérateur P doit être remplacé par J oméga. Alors je rappelle que E de P et S de P, ce sont les transformés de Laplace de l'entrée E de T et de la sortie S de T. Alors E de T est de quelle forme? Maintenant vous le savez. E de T doit être une fonction sinusoïdale. D'accord? Donc, comment obtenir la transformée de Laplace complexe? Il suffit de remplacer l'opérateur laplacien P par J oméga. Alors, je sais que je vous l'ai dit dans le cours que P, l'opérateur laplacien, c'est généralement sigma plus J oméga, sachant que sigma est un positif relativement faible. D'accord? Donc, dans l'étude fréquentielle, on va négliger cette constante positive et donc on dira que P est simplement la partie imaginaire J oméga. Donc, la première étape quand vous faites une analyse fréquentielle, c'est qu'à partir de la fonction de transfert H de P, vous allez écrire la fonction de transfert complexe en remplaçant simplement P par J oméga. Pour l'instant, pas de difficulté. Vous prenez les P, vous les remplacez par J oméga, on obtient la fonction de transfert complexe. Ensuite, on va être intéressé par un certain nombre de graphiques. D'accord? Donc, transfer locus, c'est le lieu des transferts. Transfert, c'est la fonction de transfert. Locus, en anglais, ça veut dire lieu. Et en automatique, on est intéressé par 3 graphiques. D'accord? Donc, il y a principalement 3 graphiques qui sont équivalents entre eux. On verra l'équivalence par la suite. Qui, une fois tracés dans l'un de ces graphiques, on peut déduire la stabilité et identifier un certain nombre de paramètres de notre fonction. Alors, comment tracer ces graphiques? Soit vous avez directement l'expression analytique h de j oméga, donc vous avez la formule mathématique, et à partir de là, on sait tracer. Donc le rôle du cours d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment tracer dans l'un de ces 3 repères la fonction h de j oméga, sachant qu'on vous donne l'expression analytique de h. La deuxième façon de faire, c'est de se dire qu'on n'a pas l'expression de h de j oméga, on n'a pas la formule mathématique, donc on a un système sous forme de boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais on va faire un tracé expérimental qui consiste à faire la suivante. En entrée, quel type de signal on applique? Vous le savez, c'est un signal sinusoïdal. Donc on va mettre à l'entrée de cette boîte noire un signal sinusoïdal avec une amplitude constante. La chose qui va changer dans cette entrée, c'est la fréquence de la sinusoïdale que l'on va changer. Son amplitude ne change pas. D'accord? Et puis par la suite,
on relève le signal de sortie. Donc la boîte noire, elle a évidemment un signal en entrée et on récupère un signal en sortie. Donc on va afficher l'entrée et la sortie sur un oscilloscope, par exemple, et puis grâce à ça, on récupère le signal d'entrée et le signal de sortie. C'est-à-dire qu'on connaît sur ces signaux-là l'allure, l'amplitude, la fréquence et ce qu'on appellera par la suite comme étant le déphasage. Donc A est appelé l'amplitude du signal de sortie par rapport à l'amplitude du signal d'entrée. C'est ce qu'on appelle le module de la fonction de transfert. Je m'explique. J'ai appliqué à l'entrée de ma boîte noire une sinusoïde qui a une amplitude de 10 volts. En sortie, j'ai récupéré une sinusoïde d'amplitude 20 volts. Donc le rapport des amplitudes va me donner 2, puisque 20 sur 10 égale à 2. Donc ce rapport d'amplitude est appelé le module de la fonction de transfert. Ensuite, on est intéressé par connaître la phase de notre système. Autrement dit, le déphasage qu'il y a entre les deux signaux d'entrée et de sortie. Donc on va superposer les deux signaux sur l'oscilloscope et on va regarder s'il y a un déphasage ou pas. Est-ce que les deux signaux sinusoïdaux passent en même temps par 0 ou pas? Est-ce qu'ils ont exactement la même fréquence ou pas? S'il y a un écart de fréquence, on va calculer cet écart et on va l'appeler déphasage. D'accord? Donc phi, le déphasage, c'est un écart entre la fréquence du signal de sortie et la fréquence du signal d'entrée. Donc, ceci est appelé également l'argument de la fonction de transfert. Donc la fonction de transfert h de j oméga, on va en tirer deux paramètres très importants, l'amplitude, qui est le rapport entre l'amplitude signal de sortie sur l'entrée, c'est le module, et le deuxième signal important, c'est le déphasage. Autrement dit, l'argument de la fonction de transfert. Alors, si vous n'avez pas tout compris jusqu'à présent, attendez un petit peu, les choses vont devenir plus claires à travers des exemples que j'ai prévus par la suite. Donc, il y a principalement trois graphiques. Il y a le diagramme de Bode, le diagramme de Nyquist et le diagramme de Black. Donc, des noms des inventeurs qui ont mis en place ces diagrammes et toute la théorie qui en découle par la suite. Donc, Bode, Nyquist et Black. Donc aujourd'hui, on va voir comment tracer un premier ordre, un deuxième ordre sur chacun de ces diagrammes, Bode, Nyquist et Black. Alors si vous avez fait un peu d'électronique, vous avez peut-être dû entendre parler du diagramme de Bode. Simplement, on n'aura pas ici la même utilisation qu'en électronique. Donc en électronique, souvent, c'était pour calculer la fréquence de coupure et puis pour déterminer des filtres passe haut, passe bas et ainsi de suite. Je rappelle qu'on est en automatique, donc on va s'intéresser à la stabilité, au temps de réponse, au dépassement et à ses caractéristiques en termes de performance de stabilité. Donc on va utiliser l'un de ces trois diagrammes pour stabiliser le système, pour calculer ses paramètres de stabilité, de temps de réponse et autres. Alors je rappelle simplement que les trois diagrammes sont quelque part équivalents. Donc vous pouvez très bien faire votre étude sur un seul diagramme, soit vous choisissez le BOD et on fait toute notre analyse et étude dans le BOD, soit vous le faites sous Nyquist, soit vous le faites sous Black. Donc les trois diagrammes sont quelque part équivalents. Nous, on est obligé aujourd'hui de voir les trois. Il faudra que vous sachiez comment tracer dans chacun de ces trois diagrammes, comment faire l'analyse de la stabilité et déterminer les paramètres dans chacun de ces trois diagrammes. Après, dans un exercice donné, si le diagramme n'est pas imposé, vous êtes libre de choisir celui qui vous convient pour faire votre analyse. D'accord? Donc, on va commencer par le diagramme de Bode.
Ça, c'est le module de la fonction de transfert complexe h de j oméga. Donc, quand vous voyez les deux barres, ça veut dire qu'on est en train de calculer le module. Ce module est appelé a de oméga. La variable ici, c'est oméga. Je rappelle que j, c'est le nombre complexe. J au carré égale moins 1. Donc j n'est pas une variable. La seule variable ici, c'est oméga qui est la pulsation. La phase, c'est l'argument de h de j oméga. Voilà, donc ça, c'est des petits rappels. On va faire des rappels par rapport au nombre complexe, puisque h, la fonction de transfert, est écrite sous forme complexe. Donc ici, on va s'apercevoir qu'il y a une autre définition du module, c'est le module en dB. D'accord? Donc il y a deux façons de tracer le module. Soit vous tracez le module de A, soit vous tracez le module de A, mais en dB. Pour passer au module en dB, vous prenez simplement le 20 log de A et on met l'indice dB sur A. Alors, c'est la même chose, hein. Simplement, ça vous permet de prendre une feuille logarithmique ou semi-logarithmique et de pouvoir tracer sur la même feuille des valeurs relativement éloignées. D'accord? Donc, si on fait des relevés expérimentaux, par exemple, un tracé du module simple A de oméga ne nous permet pas de mettre tous les points sur la même feuille. C'est pour ça qu'on passe souvent au module en dB, ce qui va nous permettre de passer avec des puissances de 10 sur la feuille semi-logarithmique. On verra ceci à travers les TD. Donc là, vous avez le tracé de Bode d'un système donné. Alors, il s'agit ici d'un système du premier ordre. Donc, regardez, sur le tracé de Bode, il y a deux graphiques. Celui du haut, qui est celui du module. En anglais, on l'appelle magnitude, en dB. Celui du bas est celui de la phase. On dit phase ou déphasage, c'est la même chose. D'accord? Donc, sur l'abscisse, pour les deux, vous avez la pulsation en radians par seconde. D'accord? La phase, si vous regardez la phase en ordonnée, elle est soit tracée en degrés, soit tracée en radians. C'est la même chose. En ordonnée pour l'amplitude, vous avez le tracé ici en dB. Donc ici, on va relever un certain nombre de choses. Vous avez une flèche qui indique la fréquence de coupure. Alors, c'est quoi une fréquence de coupure? C'est la dernière fréquence qui permet de passer le signal sans qu'il y ait d'atténuation dans le signal. C'est la dernière fréquence qui permet de passer le signal correctement, entre guillemets, sans que ce signal ne subisse de détérioration et donc d'atténuation. Donc, c'est le dernier moment où le rapport de la sortie sur l'entrée est égal à 1. Au-delà, le rapport sortie sur entrée est inférieur à 1 et donc il y a une atténuation. D'accord? Alors, si on parle du rapport du module égal à 1, si on passe au dB, 20 log de 1 égale à 0. Donc, si vous comparez sur une échelle en dB, on dira c'est la dernière fréquence pour laquelle le rapport en dB vaut 0. D'accord? Donc, tout ce qu'il y a après la pulsation de coupure, donc vous avez la pente en bleu qui descend, là, vous avez une atténuation du signal. Donc, la boîte noire qu'on est en train d'étudier est incapable de reproduire le signal de sortie, d'entrée. Elle est incapable de reproduire en sortie le signal d'entrée. Elle va l'atténuer. Tout ce qu'il y avait avant, c'est la bande passante qui permet de passer le signal correctement. Donc c'est comme ça qu'on définit une fréquence de coupure. C'est la dernière fréquence pour laquelle le rapport des amplitudes sorties sur entrée est égal à 1 ou égal à 0 en dB. Donc si vous voyez ici, avec la flèche fréquence de coupure, donc on a une intersection entre deux courbes
en rouge. Juste en dessous, on a le vrai signal. Donc au-dessus, c'était des asymptotes. Et en bleu, vous avez le vrai signal qui est tracé en bleu. On reviendra en détail sur le tracé de Bode d'un système du premier ordre. Sachez, gardez en tête qu'un tracé de Bode a deux graphiques, le module en dB, en fonction de la fréquence ou de la pulsation, et en dessous, juste en dessous, en superposant, la phase en degrés ou en radians, toujours en fonction de la pulsation ou de la fréquence. D'accord? Donc là aussi, le déphasage est tracé soit en degrés, soit en radians. Je répète, sur les abscisses, vous mettez soit la fréquence, soit la pulsation. On trace soit en fonction de oméga, soit en fonction de f, puisqu'on sait qu'entre oméga et f, il y a un gain, oméga c'est 2πf. Donc le plus souvent, on trace en fonction de oméga, mais il arrive qu'on trace aussi l'abscisse en fonction de la fréquence f. Le diagramme de Nyquist. Le diagramme de Nyquist, pour pouvoir le tracer, il faudra écrire la transformée de Laplace sous forme d'un nombre complexe. Alors, au préalable, c'était sous forme d'une fraction. Il faudra se débarrasser de la fraction pour identifier une partie réelle plus j, une partie imaginaire. Et vous savez comment, à partir d'un nombre complexe, retrouver le module et la phase. Donc vous avez à droite ce qu'on appelle l'écriture polaire qui fait apparaître le module en fonction d'oméga exponentielle j fois la phase. Donc pour le tracé de Nyquist, vous êtes obligé de prendre la fonction transfert complexe qui était sous forme de fraction et de la transformer sous forme d'un nombre complexe en identifiant une partie réelle et une partie imaginaire. Comment le faire? On le verra par la suite. Donc, on le verra tout de suite d'ailleurs. Donc, A, c'est le module pour un nombre complexe. On sait que c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus imaginaire au carré. La phase, dans les nombres complexes, c'est arctangente, partie imaginaire sur la partie réelle. Voilà comment détermine-t-on le module et la phase d'un nombre complexe. Alors, pour tracer le diagramme de Nyquist, vous devez avoir un repère à deux axes. Dans l'ordonnée, vous mettez la partie imaginaire et dans l'abscisse, vous mettez la partie réelle. Et on trace ceci par rapport à des valeurs différentes de oméga. Que le signal d'entrée qu'on a appliqué, le signal sinusoïdal, on est censé varier la fréquence. Donc on varie la fréquence, donc on varie oméga, la pulsation, et on trace les points qui en découlent. D'accord? Alors le plus souvent, le tracé de Nyquist ressemble plus ou moins à quelque chose de ce type-là. D'accord? Alors vous voyez ici qu'on trace la partie imaginaire en fonction de la partie réelle. Il n'y aura plus de notion de la pulsation ici. C'est-à-dire que la pulsation devient une variable implicite. Elle n'apparaît pas dans le tracé, puisqu'on trace uniquement le nombre imaginaire en fonction du nombre réel. Oméga est une variable implicite, c'est-à-dire qu'elle existe à l'intérieur de la partie imaginaire. Mais la partie imaginaire de j oméga me donne un nombre. D'accord? C'est pour ça qu'il est important, quand vous tracez le diagramme de Nyquist, d'indiquer le sens des pulsations croissantes. Donc ça, c'est la première valeur. Quand vous voyez oméga égale à 0, c'est la première valeur qu'on a calculée lorsque la pulsation est nulle. On a trouvé ces coordonnées de la partie réelle imaginaire. On a changé la fréquence et donc la pulsation et on a obtenu différents points qui nous ont permis d'obtenir tout le tracé que vous voyez en bleu jusqu'à la valeur infinie de oméga. Donc on est revenu à 0. Comme la pulsation est une variable implicite qui n'apparaît pas, vous êtes censé
indiquer le sens des pulsations croissantes. Donc, vous mettez simplement une flèche pour dire par où vous avez commencé et vers où vous avez abouti lors de votre tracé. Alors, le point -1, on le verra par la suite à quoi il sert. Le troisième tracé, c'est le tracé de Black, le repère de Black. Donc, dans le repère de Black, on aura besoin de la fréquence, enfin du déphasage phi, qui soit en degrés ou en radians, peu importe. Donc ça, on va le mettre en abscisse. Et on mettra le module en ordonnée. Le module en dB en ordonnée. Alors, ici, vous avez la représentation de Black. Vous avez mis en ordonnée le module en dB. Et en abscisse, on a mis le déphasage, soit en radians, soit en degrés. On va voir par la suite qu'il y a souvent une asymptote à moins pi. Donc le signal ne peut pas dépasser le moins pi. Et vous obtenez le plus souvent une représentation en rouge, comme c'est indiqué ici. Là aussi, la pulsation est une variable implicite. Elle n'apparaît pas de manière directe, puisque là, on trace simplement le module et la phase. Il n'y a pas de pulsation. Donc là aussi, vous êtes obligé d'indiquer le sens des pulsations croissantes. Donc avec ces flèches, on sait que le premier point pour la pulsation nulle, on l'a obtenu à l'origine, et puis le dernier point, on va l'obtenir pour une pulsation infinie. Voilà le tracé de Black. Donc on a vu jusque-là le tracé de Bode qui consiste à avoir deux graphiques, le module en fonction de la pulsation, la phase en fonction de la pulsation. C'est le seul tracé, celui de Bode, où la pulsation apparaît explicitement. Le deuxième tracé, c'est le tracé de Nyquist, où là on trace la partie imaginaire en fonction de la partie réelle. La pulsation disparaît, elle devient une variable implicite, elle est cachée à l'intérieur de la partie réelle et à l'intérieur de la partie imaginaire. On est obligé d'indiquer le sens des pulsations croissantes. Le troisième tracé, celui de Black, c'est le module en dB en fonction de la phase en radians ou en degrés. Là aussi, la pulsation est implicite. Vous êtes obligé d'indiquer par une flèche le sens des pulsations croissantes. Voilà sur le principe les trois tracés que l'on va faire pour des systèmes du premier, du second ordre et plus. Alors commençons par étudier un système du premier ordre. Alors un système du premier ordre, je vous le rappelle, sa fonction de transfert est connue. Elle est sous la forme K sur 1 plus tau P. Donc ici, il n'y a que deux paramètres, K et tau. P est une variable, c'est l'opérateur laplacien. Première chose à faire, c'est de réécrire cette fonction de transfert sous forme complexe. Très simple, il suffit de remplacer P par J oméga. Donc je reprends la fonction de transfert de tout à l'heure, et là je modifie P, je la remplace par J oméga. Voilà. Alors si je veux me débarrasser du J au dénominateur, c'est souvent le cas. Donc on évite de garder un J au dénominateur. Il suffit de multiplier par le conjugué du dénominateur. Ici, le dénominateur, c'est 1 plus tau J oméga. Son conjugué, c'est le même, mais avec un signe moins. Donc on va multiplier en haut et en bas par 1 moins tau J oméga. Alors si vous faites ce calcul, vous allez vous apercevoir que le J va disparaître du dénominateur, puisqu'on va avoir un J au carré qui va se transformer en moins 1. D'accord? À partir de là, c'est très simple d'identifier la partie réelle. La partie réelle, c'est la partie où il n'y a pas le J. Donc c'est K sur 1 plus tau oméga carré.
Et la partie imaginaire, forcément, c'est la partie qui est multipliée par le j. Donc, moins k tau oméga sur 1 plus tau oméga carré. Voilà comment, à partir de la fonction transfert, on a obtenu la représentation complexe. En multipliant par le conjugué du dénominateur, on obtient la partie réelle d'un côté, la partie imaginaire de l'autre. Alors la partie réelle et imaginaire vont être utiles pour quel tracé? Si vous en rappelez bien, c'est le tracé de Nyquist. Dans le tracé de Nyquist, on trace imaginaire en fonction de réel. En plus de ça, on peut en déduire le module. Donc pour un nombre complexe, on l'a vu, le module, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc à la fin de ce cours, je vous invite à reprendre tous ces calculs. Vous prenez la partie réelle, vous l'élevez au carré, partie imaginaire au carré, vous faites la somme sous la racine. Vous devriez obtenir le module que j'indique ici. La phase, c'est arc-tangente, partie imaginaire sur partie réelle. Je répète, arc-tangente, partie imaginaire sur partie réelle. Donc si vous faites le rapport imaginaire sur réel, il y a plein de choses qui vont se simplifier. Je vais récupérer un signe moins, parce qu'il est dans la partie imaginaire, et j'arrive à une version simplifiée. La phase pour un système du premier ordre, c'est moins arc-tangente, tau oméga. Donc là, on a fait tous les calculs préliminaires pour tracer le BOD, le Black ou le Nyquist. Donc on va commencer par le tracé de BOD. On s'intéresse à tracer le module en dB en fonction de oméga. Donc on va prendre, puisqu'on le trace en dB, on va prendre le 20 log du module que l'on a obtenu dans le slide précédent. Donc on applique simplement 20 log à cette formule. Alors le log a des propriétés intéressantes. C'est qu'il nous permet de nous débarrasser, par exemple, de la racine, puisque la racine, c'est considéré comme étant une puissance 1/2. Il nous permet également de nous débarrasser des fractions, puisque parmi les propriétés du log A sur B, c'est le log de A moins le log de B. Donc on peut manipuler cette fraction pour avoir une expression relativement simple de ce type-là. Donc c'est 20 log du numérateur, 20 log de K, moins, puisque c'est une fraction, 20 log de la racine. La racine, c'est une puissance 1/2. Donc la puissance 1/2 va sortir du log et je vais multiplier le 20 par 1/2, je vais obtenir 10. Donc moins 10 log 1 plus tau oméga carré. Voilà une version quand même plus simple que la précédente pour tracer le module en fonction de la pulsation oméga. Alors on va étudier les asymptotes puisque les asymptotes vont nous permettre de tracer rapidement le signal sans pour autant calculer tous les points. Alors quelle est la limite de ce module en dB lorsque la pulsation tend vers 0? Si vous regardez bien, oméga tend vers 0, donc je vais obtenir 10 log de 1, 10 log de 1 c'est-à-dire 0, il va me rester 20 log de K. Donc il y a une limite, une asymptote à la pulsation nulle qui est de 20 log de K. Je rappelle que K est une constante. C'est-à-dire que 20 log de K est également une constante. Si j'ai à la tracer, ça sera une constante horizontale. On la verra par la suite. Voilà, on obtient une asymptote horizontale. Ensuite, je m'intéresse à étudier l'asymptote à plus l'infini. Donc là, je reprends la même équation du module, je remplace oméga à plus l'infini, et là, si vous faites correctement les calculs, lorsque oméga tend à l'infini, eh bien, vous allez obtenir cette droite, 20 log de K sur tau moins 20 log de oméga. D'accord? Donc, on va obtenir une droite qui descend avec une pente de moins 20 dB par décade. Alors, d'où vient le moins 20 dB par décade?
Ça, on le verra en TD quand on verra comment tracer les asymptotes. Alors, les asymptotes se croisent à la pulsation de coupure. D'accord? Il se trouve que pour un premier ordre, la pulsation de coupure, elle vaut 1 sur tau. Je rappelle que tau, c'est la constante de temps de notre système du premier ordre, K sur 1 plus tau P. Donc, tau, généralement, est donné dans l'équation de la fonction de transfert. Donc, j'ai deux asymptotes, une horizontale et une autre qui descend. C'est une droite qui descend avec une pente de 20 dB par décade, moins 20 dB par décade. Forcément, ces deux asymptotes vont se couper et elles se coupent à la pulsation de coupure. Donc, on va commencer par le tracé du diagramme de Bode par rapport aux amplitudes. Voilà ce que vous allez obtenir. Donc, la première ligne bleue horizontale, c'est l'asymptote horizontale qui est égale à 20 log de K. Alors là, j'ai pris une valeur pour K pour pouvoir tracer. Donc, si K égale à 1, 20 log de 1 égale à 0. Donc, la première asymptote horizontale, elle est tracée à 0. Elle est censée continuer jusqu'à l'infini. À la pulsation 1 sur tau, donc si vous regardez en bas, oméga c égale à 1 sur tau, j'ai une deuxième asymptote qui est représentée par une droite qui descend avec une pente négative de moins 20 dB par décade. Donc, les deux tracés bleus correspondent au tracé des asymptotes. J'ai deux asymptotes pour un premier ordre pour le tracé des gains, une asymptote horizontale à 20 log de K et une asymptote sous forme d'une droite avec une pente de moins 20 dB par décade. Quand on vous demande de tracer le bode asymptotique, vous vous arrêtez à ces deux droites. Quand on vous demande de tracer le bode réel, d'accord, c'est le tracé en rouge que vous avez. Alors, comment faire pour avoir le tracé rouge? Alors, à 0 pulsation, tout à droite, le tracé réel se confond avec l'asymptote. Donc, ils sont collés. À plus l'infini, les deux tracés se confondent également. Donc, le tracé rouge va suivre exactement la droite qui chute avec moins 20 dB par décade. D'accord? Donc, au début et à la fin, le tracé réel est confondu avec son asymptote. À la pulsation de coupure, il y a un décrochage de moins 3 dB. Donc, si vous regardez le point où il y a une intersection entre les deux asymptotes bleus, ce point-là, je vais descendre de moins 3 dB et là, je vais mettre un point par lequel va passer le tracé réel. Donc, un premier ordre est collé aux asymptotes au début et à la fin. Il est éloigné de l'asymptote à la pulsation de coupure de moins 3 dB. Donc on voit bien que le tracé réel est relativement proche des tracés asymptotiques. Donc pour oméga c égale à 1 sur tau, alors d'où viennent les moins 3 dB? On peut les calculer. On va prendre l'expression du module et pour la pulsation égale à pulsation de coupure, on remplace oméga par oméga c, c'est-à-dire 1 sur tau, on va obtenir cette formule. 20 log de K sur racine de 2. Et là aussi, grâce aux propriétés du log, je peux me débarrasser de la fraction et je peux me débarrasser de la racine carrée. Et donc, je vais avoir 20 log de K moins 10 log de 2. Si vous calculez bien le 10 log de 2 sur une calculatrice, vous allez trouver quasiment 3 dB, 2,99 et quelques. Donc, on s'éloigne bien de l'asymptote horizontale, qui est 20 log de K, de moins 3 dB. Alors, l'intérêt des asymptotes, c'est qu'elles nous permettent de ne pas calculer tous les points de notre courbe. Donc, ça permet un tracé
assez rapide. Ça nous affranchit de calculer plusieurs points pour plusieurs fréquences. Donc 20 log de K moins 3 dB. Ensuite, on passe au diagramme des phases, puisque le diagramme de Bode consiste en deux tracés. L'amplitude, déjà vue, et les phases. Donc sur un premier ordre, vous allez obtenir le diagramme suivant. Ici, il y a trois asymptotes. Une première asymptote horizontale à 0 degré, d'accord? Une deuxième asymptote horizontale en bas à moins 90 degrés, et une troisième asymptote verticale du haut vers le bas à la pulsation de coupure. Donc à la pulsation de coupure, j'ai une asymptote verticale. Donc le système réel, le tracé réel des phases, va être collé à l'asymptote horizontale au début, de 0, va être collé à l'asymptote horizontale de moins 90 degrés à la fin, et il va passer exactement au milieu de l'asymptote verticale. Donc comme on a une distance entre 0 et 90 degrés, si vous regardez sur l'ordonnée, on a une distance de 90 degrés, le milieu, il est à 45 degrés. Plus exactement, moins 45 degrés. Donc la phase à la pulsation de coupure, on peut la calculer. Oméga C égale à 1 sur tau, et donc on obtient moins arc tangent de 1 égale à moins 45 degrés. Donc le tracé réel, c'est le tracé en rouge qui démarre de l'asymptote 0 degré, qui rejoint l'asymptote de moins 90 degrés et qui coupe la pulsation de coupure à moins 45 degrés. Voilà, donc le tracé de diagramme de Bode des phases est relativement simple également. Après, si on veut avoir un tracé plus correct, plus précis, il faudra calculer 2 voire 4 autres points pour savoir est-ce que le décrochage des asymptotes il est immédiat ou pas. Donc on peut avoir d'autres points, prendre d'autres pulsations et calculer la phase à ces pulsations pour avoir un tracé plus précis. On passe maintenant au tracé de Nyquist, toujours pour un système du premier ordre, et on va commencer par déterminer s'il y a des asymptotes à pulsation nulle. Alors nulle ou très basse pulsation. D'accord? Donc, comme le tracé de Nyquist, c'est la partie imaginaire en fonction de la partie réelle, on souhaiterait connaître la valeur de la partie imaginaire et réelle à la pulsation nulle. Donc pour ça, il suffit de remplacer les expressions analytiques obtenues précédemment à la pulsation nulle. Donc la partie réelle à 0 vaut K, et la partie imaginaire à 0, elle vaut 0. Donc on récupère un premier point de démarrage qui est K pour la partie réelle, 0 pour la partie imaginaire. L'amplitude en 0, si je remplace également, elle vaut K. Le déphasage en 0, il vaut 0. Pour la pulsation infinie, très grande pulsation, le module vaut 0, la phase à l'infini, elle vaut moins pi sur 2, la partie réelle à l'infini vaut 0, et la partie imaginaire vaut également 0. Alors, d'où est-ce que ça vient toutes ces valeurs? Il suffit de remplacer dans les expressions que vous aviez au préalable. Autrement, ceci sera revu, recalculé en TD. Donc, toujours pour la pulsation de coupure d'un premier ordre, c'est 1 sur tau. Et donc, si je remplace sur l'expression ou dans l'expression de la partie réelle et la partie imaginaire, je vais obtenir K sur 2 pour la partie réelle et moins K sur 2 pour la partie imaginaire. Et la phrase qui suit nous impose d'indiquer le sens des pulsations croissantes sur le graphe. Alors après, je peux réécrire la partie réelle en l'appelant X, la partie imaginaire en l'appelant Y, et si je manipule
x et y pour me débarrasser de la pulsation. Je peux me débarrasser de la pulsation. Je vais obtenir cette équation qui lie x et y. Alors, on s'aperçoit que c'est une équation d'une droite. D'accord? L'équation d'une droite qui a comme centre sur x k sur 2, sur y 0, et qui a comme rayon k sur 2. Donc en réalité, si on veut tracer la partie imaginaire par rapport à la partie réelle, pour un premier ordre, il s'agit d'un cercle. Alors, je ne sais pas si j'avais dit droite, c'est l'équation d'un cercle, hein, qui a comme origine k sur 2 sur x, 0 sur y, et un rayon de k sur 2. Donc le tracé est le suivant. On sait qu'à la pulsation nulle, on a le point k sur la partie réelle, 0 sur la partie imaginaire. On sait également que l'allure est un cercle. En réalité, c'est un demi-cercle. Je vais revenir sur ce point. Et on indique le sens des pulsations croissantes. Donc, oméga égale à 0 au début et oméga égale à l'infini à la fin. Alors, petite remarque, puisque vous allez faire ceci en travaux pratiques, notamment sur MATLAB, et vous allez vous apercevoir que MATLAB, si vous demandez le tracé de Nyquist d'un premier ordre, il va vous tracer exactement la même chose qu'ici, sauf qu'il va vous donner le cercle complet. Ici, on a tracé un demi-cercle. Quelle est la différence? La différence, c'est que MATLAB considère oméga comme étant une variable quelconque. C'est-à-dire que c'est une variable qui va de moins l'infini à plus l'infini. Si vous dites qu'oméga est une variable dans R, vous obtenez un cercle complet. Par contre, si vous êtes logique, que vous faites appel à la physique, vous allez dire que la pulsation ne peut pas être négative. La pulsation, c'est 2πf, et donc la fréquence ne peut pas être négative. Et donc, si vous tracez la pulsation entre 0 et plus l'infini, vous obtenez un demi-cercle. Donc voilà l'explication pourquoi MATLAB va tracer un cercle complet et pourquoi dans la réalité on tracera un demi-cercle. Donc le plus exact, c'est de tracer un demi-cercle puisque oméga est strictement, est positif ou nul. Après, il y a d'autres fonctionnalités dans MATLAB qui vous permettent de tracer le Nyquist d'un premier ordre et de préciser que oméga part de 0 jusqu'à l'infini. Auquel cas, là, vous allez obtenir également un demi-cercle. Donc voilà le tracé d'un Nyquist du premier ordre. Vous voyez que c'est très simple. Il suffit de connaître la valeur de k, le paramètre k, et on sait que c'est qui démarre en k0, les coordonnées k0, pour rejoindre 0, 0, l'origine, avec un rayon de k sur 2. On passe maintenant au tracé de Black, toujours pour un premier ordre. Donc, le tracé de Black, c'est le tracé des gains en dB par rapport au repère du déphasage, phi. Donc là, on va calculer l'amplitude en 0. Alors, je rappelle que la différence entre A et G, A, c'est le module, et G, c'est le même module, mais en dB. Donc ici, G, c'est 20 log de A, simplement. Donc le module en 0, c'est 20 log de K. Là, je m'aperçois que j'ai pris A également en dB. Donc finalement, c'est la même chose. Si vous prenez A en dB, puisque vous obtenez le 20 log de K, A et G se confondent. C'est la même chose. La phase 0 est nulle. Donc là, c'est en remplaçant oméga dans le module et la phase par 0. À l'infini, on va obtenir un module de moins l'infini. Et on va obtenir une phase à plus l'infini de moins pi sur 2. À la pulsation de coupure, donc on rajoute un point qui nous permet d'avoir une plus grande précision. On obtient 20 log de K moins 3 dB. Ça a déjà été calculé précédemment. La phase
à pulsation de coupure vaut moins pi sur 4. Donc on va commencer à 20 log de K par rapport au gain. C'est une courbe qui descend, d'accord, jusqu'à moins l'infini sur le gain, mais par contre elle est limitée par rapport à la phase. Donc la phase maximum est de moins pi sur 2. Donc il y a une asymptote sur le tracé des phases de moins pi sur 2. On ne pourra pas en aucun cas dépasser cette asymptote. Et à la moitié de la distance, c'est-à-dire moins pi sur 4, là on aura l'intersection avec la pulsation de coupure qui est à moins 3 dB. Voilà le tracé de Black pour un système du premier ordre. Ça va s'éclaircir encore plus en TD et en TP. Donc là, on retrouve l'asymptote par rapport aux phases. Alors passons maintenant à un système du second ordre, donné par la fonction de transfert suivante. Vous allez voir que tout ce qui va suivre maintenant, c'est des calculs. Si vous avez compris le principe, tout ce qui vient, c'est des calculs de nombres complexes. Alors ici, on a combien de paramètres? On en a 3. K, le gain statique, Xi, qui est la pulsation, Xi, qui est le coefficient d'amortissement, et oméga n, qui est la pulsation naturelle. Première étape, vous vous en doutez, il faut passer au complexe, donc remplacer P par J oméga. Alors, juste quelques rappels, la réponse dépend, on l'a vu dans l'analyse temporelle, elle dépend de Xi. Si Xi est entre 0 et 1, le système est oscillatoire amorti. C'est-à-dire qu'on va avoir des oscillations dont l'amplitude s'amenuise en fonction du temps. Si Xi égale à 1, on obtient un système critique apériodique. C'est-à-dire on n'a plus de période, on n'a plus d'oscillation, on est à la limite entre un système qui présente des oscillations. Pour Xi est supérieur à 1, on a une réponse complètement apériodique. C'est là où un système du premier ordre se comporte quelque part comme un système du second ordre se comporte comme un système du premier ordre. Il n'y a plus du tout d'oscillation. Donc en temporel, on est incapable de dire s'il s'agit d'un système du premier ou du second ordre, si on fait uniquement un test expérimental. Donc en fonction de Xi, pareil, l'analyse ou la réponse fréquentielle va être différente. D'accord? On va voir ceci à travers les exemples. Donc on va passer à la fonction de transfert complexe. Le P est remplacé par J oméga. Je rappelle que le J carré, c'est moins 1. Et quand vous avez du P carré, on va avoir du J carré oméga carré. Et du coup, en bas, on a un seul J. D'accord? Ça ressemble quelque part à la fonction de transfert précédente, puisqu'on a un K sur un nombre complexe. Donc voilà l'expression de la fonction de transfert en complexe pour un système du second ordre. Alors le module, pour avoir le module, on multiplie par le conjugué du dénominateur en haut et en bas. Donc le module, on vous le donne. Donc il y a aussi des méthodes pour avoir le module sans passer par le conjugué. On va les voir en TD, puisque le module d'une fraction, c'est le rapport des modules. C'est-à-dire le rapport du module du numérateur. Au numérateur, on n'a que K. Donc le module de K, c'est K. Il n'y a pas de partie imaginaire. Donc je vais prendre racine de K carré plus 0 carré. La racine va disparaître avec le carré du K. Et donc au numérateur, je n'ai que K. Au dénominateur, j'ai une partie réelle, 1 moins oméga carré sur oméga n carré, que je vais élever au carré, plus la partie imaginaire au carré sous la racine. Voilà comment a-t-on obtenu le module sans multiplier par le conjugué du dénominateur. On peut obtenir également la phase
Donc la phase est donnée par cette expression. On fera le calcul en TD pour être sûr de la formule. Voilà, comme indiqué au début, si vous voulez plus de temps pour réécrire, la vidéo sera à disposition par la suite. Vous pouvez la reprendre, faire des pauses et refaire vos calculs ou écrire les formules. Alors, on commence par un système du second ordre. Le module a un maximum à la pulsation de résonance. Donc, on a un maximum si jamais la pulsation est inférieure à 0,7. Donc ça, je vais l'expliquer sur le graphique. À la pulsation égale pulsation de résonance, celle pour laquelle le module est max, on a la formule du module qui est donnée par ça. Comment l'obtenir? Il suffit simplement de remplacer oméga par oméga R. À la pulsation naturelle, on a les formules qui sont là. Donc ce n'est pas l'objectif du cours d'aujourd'hui de démontrer ces formules. La démonstration va venir en TD. On va commencer par le tracé de Bode d'un système du second ordre, module et phase. Donc à pulsation nulle, on a toujours l'asymptote horizontale de 20 log de K. On a également une asymptote horizontale à 0 degré pour la phase. À la pulsation infinie, alors pour un premier ordre, si vous vous rappelez, on avait une asymptote sous forme d'une ligne avec une pente de moins 20 dB par décade. Pour un second ordre, la pente passe à moins 40 dB par décade. Également, pour un premier ordre, la phase descendait jusqu'à moins 90 degrés. Pour un second ordre, la phase descend au double, c'est-à-dire à moins 180 degrés. Alors, forcément, la réponse va dépendre de xi. Donc, on va prendre différents cas de xi pour avoir différentes réponses pour le bot. Différents tracés pour le bot. Donc, ça, c'est le tracé des modules d'un second ordre. Il démarre de 20 log de K avec une asymptote horizontale. Ensuite, il va descendre, suivre une asymptote sous forme d'une droite avec une pente de moins 20 dB par décade. Et l'intersection se fait à la pulsation naturelle. D'accord? L'intersection se fait à la pulsation naturelle. En bleu, vous avez le tracé réel si vous avez un xi avoisinant le 1. Alors moi, je l'ai tracé pas à la main, mais informatiquement. Sachez qu'au début, le tracé réel est collé à l'asymptote horizontale. Il est collé également à l'asymptote qui descend à moins 20 dB par décade. Donc ça, c'est le tracé en bleu pour un xi avoisinant le 1. Et cette phrase nous dit que si le xi est proche de 1, les asymptotes sont très proches du tracé réel. D'accord? Le tracé en bleu est très proche des asymptotes. Si par contre le xi est inférieur à 0,7, d'où viennent ces valeurs? Là encore, on les verra en TD. On commence à avoir une résonance. Qu'est-ce qu'une résonance? Une résonance, c'est un pic. Et donc, vous allez avoir la courbe en violet qui commence à avoir un pic. Donc, c'est la courbe pour une pulsation de 0,707. Quelle est la pulsation de cette résonance? À quelle pulsation elle a lieu? On vous donne la formule à droite, oméga R égale oméga N racine 1 moins 2 xi carré. Alors, plus xi est faible et plus la résonance, le pic est élevé. Donc en rouge, vous avez un tracé pour un xi égal à 0,5. Et donc la pulsation de résonance va s'adapter puisque oméga R dépend de xi. Donc là, vous obtenez une pulsation à la résonance oméga R qui est différente de oméga N. La formule est donnée à droite. Alors, où est la pulsation de coupure?
La pulsation de coupure pour un premier ordre était simple. Elle valait 1 sur tau et elle correspondait à un décalage, un retrait de moins 3 dB. Pour un second ordre, le retrait est double. Il est de moins 6 dB. Comment l'obtenir? Eh bien, on va aller tracer 20 log de K moins 6 dB. On va tracer cette ligne horizontale et on va regarder à quel moment elle coupe notre tracé des modules. Donc ça dépend du xi. Si vous prenez le xi de 0,5, la courbe en rouge, l'intersection de 20 log de K moins 6 dB avec le tracé en rouge, cette intersection vous donne la pulsation de coupure. Donc forcément, cette pulsation de coupure va changer si vous prenez le tracé en violet ou le tracé en bleu. D'accord? Petite remarque à ce niveau-là, puisque je pense que vous l'aurez également au TP. Si vous regardez le tracé en bleu, obtenu pour un xi proche de 1, vous allez voir que l'intersection de 20 log de K moins 6 dB se confond exactement avec la pulsation naturelle. D'accord? Dans cas particulier, si xi est très élevé, la pulsation de coupure se confond avec la pulsation naturelle. Si xi est inférieur à 1, la pulsation de coupure est différente de la pulsation naturelle. Également, la pulsation de résonance n'existe pas si xi est supérieur à 0,7. Il n'y a pas de résonance. Donc, sur un des tracés en TP, on va vous demander de donner les pulsations de résonance à chaque fois. Et pour un des cas, il n'y a pas de pulsation de résonance parce que le xi est inférieur à 0,7. Alors qu'il n'y aura pas de pic. Donc, pas de résonance. Alors, cette distance, ici, est appelée l'amplitude à la résonance. MR, c'est l'amplitude ou le gain à la résonance. La distance K qui apparaît est appelée coefficient de qualité dont la formule est donnée ici. Voilà. Alors, c'est relativement nouveau pour vous, mais ça va s'éclaircir à travers différents exemples traités en TD. D'accord? Voilà. Si xi est entre 0,7 et 1, la courbe est en dessous des asymptotes. Entre 0,7 et 1, c'est quasiment la courbe en bleu. Tout se passe en dessous des asymptotes. À partir en dessous de 0,7, on commence à dépasser l'asymptote par l'apparition de la résonance. Alors, on va passer maintenant, toujours au tracé de Bode, mais celui des phases pour un système du second ordre. Donc la phase à pulsation nulle est 0 degré, A plus l'infini est de moins pi, moins 180 degrés. Voilà. On a une phase horizontale, verticale, pardon, à la pulsation naturelle. La pulsation naturelle, on la connaît généralement à travers l'expression de la fonction de transfert. C'est l'un des 3 paramètres qui apparaissent dans la fonction de transfert. Donc on va le couper exactement à mi-distance, puisque cette distance elle vaut moins pi. À mi-distance, on va couper l'asymptote verticale. Donc au début, on est collé à l'asymptote nulle. À la fin, on est collé à l'asymptote moins pi. Et on traverse l'asymptote verticale à mi-distance à moins pi. Ce tracé est celui d'un xi inférieur à 0,707. Celui-là est obtenu pour un xi entre 0,707 et 1. Donc le tracé asymptotique est suffisamment proche du tracé réel par rapport au tracé des phases. Pour les phases, il n'y a pas trop de surprises, il n'y a pas de notion de dépassement, de résonance. Le tracé réel est relativement proche des tracés asymptotiques. Si xi est élevé, on va s'éloigner un petit peu, mais il n'y a pas, là aussi, de notion de résonance. Alors, quel est le tracé de Bode pour un xi supérieur à 1? On a vu les tracés
pour un xi inférieur, voire proche de 1, quel est le tracé pour un xi supérieur à 1? Alors dans ce cas, on va considérer un système du premier ordre comme étant le produit de deux systèmes de premier ordre. Donc ça, c'est la fonction transfert du premier ordre, de second ordre. Si xi est supérieur à 1, on l'assimile à un produit de deux premiers ordres. K sur 1 plus taux 1P fois 1 plus taux 2P. On sait comment tracer un système du premier ordre. Donc là, la fonction complexe, il suffit de remplacer P par J oméga. Et on va tracer le premier, la première fonction liée au premier ordre. Alors imaginez, vous avez K sur 1 plus taux J taux 1 oméga et 1 plus J taux 2 oméga. Imaginez que l'on découpe cette fraction en deux sous forme de produit. La première fraction, c'est K sur 1 plus J taux oméga. Et la seconde, c'est 1 sur 1 plus J taux oméga. Donc on va tracer uniquement la première, K sur 1 plus J taux oméga. C'est un premier ordre. On sait que ça démarre de 20 log de K. À la pulsation de coupure, c'est-à-dire 1 sur taux 1, on va descendre de moins 20 dB par décade. Et là, on a déjà l'asymptote. On sait que le premier ordre, il suit les asymptotes. Et à la pulsation de coupure, il va y avoir un décrochage de moins 3 dB. Ensuite, on va tracer le bot pour la deuxième fonction, 1 sur 1 plus taux J taux 2 oméga. D'accord? Alors, comme le numérateur égale 1, 20 log de K, 20 log de 1 va démarrer à partir de 0. Donc là, on a l'asymptote 1 sur taux 2. Et là, on a le deuxième tracé, la deuxième fonction considérée comme étant du premier ordre, qui, à partir de la pulsation de coupure 1 sur taux 1, descend également de moins 20 dB par décade. Quand vous avez un produit de fractions, le tracé de bot consiste à faire une somme géographique des tracés de chacun. Donc on va essayer de commencer par tracer le premier module, le second, et on va additionner les deux. Donc j'enlève ça. J'obtiens le tracé suivant. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, je démarre le tracé réel à 20 log de K, pardon. Ensuite, je vais suivre la première asymptote que je vais rencontrer. Ici, il y a un décrochage de moins 3 dB puisque j'ai pris uniquement un système du premier ordre. D'accord? La deuxième asymptote est nulle jusqu'à la pulsation oméga 1. Donc si j'additionne ça, la première courbe en bleu, avec 0, j'obtiens la première courbe en bleu. À partir de la pulsation oméga 1, commence à apparaître l'effet de la deuxième pente qui nous dit, attention, il y avait déjà une pente de moins 20 dB, moi je rajoute aussi ma pente de moins 20 dB. Donc à ce moment-là, on retrouve une nouvelle pente qui est la somme des deux moins 20, et on retrouve une pente de moins 40 dB par décade. Donc voilà comment vous traitez le cas d'un système du second ordre lorsque le xi est supérieur à 1. On considère deux systèmes du premier ordre multipliés entre eux avec deux pulsations de coupure différentes. Et si je continue l'asymptote horizontale, 20 log de K avec les pointillés que vous voyez horizontalement, et je continue l'asymptote, la dernière asymptote avec des pointillés, l'intersection au-dessus, c'est la pulsation naturelle qui vaut 1 sur racine taux 1 fois taux 2. Voilà le tracé des gains pour un système du second ordre. Alors forcément, il n'y a pas de résonance, il n'y a pas de dépassement, puisque xi est supérieur à 1, le système est très amorti, il n'y a pas d'oscillation, ni de résonance, ni de dépassement ici. On va tracer cette fois-ci la phase, pareil, on considère qu'on a deux systèmes du premier ordre. Ça, c'est le premier système du premier ordre avec
la pente ou l'asymptote horizontale à moins pi sur 2, moins 90. Donc il va démarrer à 0, il va rejoindre moins 90 et il va couper l'asymptote verticale à mi-parcours, c'est-à-dire à moins 45. D'accord? Sauf qu'après, il va retrouver la deuxième fonction du premier ordre qui elle-même va encore rajouter moins 90 et donc on va descendre jusqu'à moins pi. Donc le tracé complet est le suivant. On démarre de 0, on coupe la première asymptote verticale à moins 45, on rejoint l'asymptote de moins pi sur 2, on va la couper, la traverser à la pulsation oméga n, ensuite on coupe encore une asymptote verticale à oméga 1 à mi-parcours, entre moins 90 et moins 180, ensuite on va rejoindre l'asymptote finale de moins pi pour le tracé des bottes. Alors, on passe maintenant au tracé de Nyquist. Alors le bot c'était le plus compliqué. Nyquist et Black, vous allez voir que c'est relativement plus simple. Donc à pulsation nulle ou très basse, le module vaut K. La phase, elle vaut 0. D'accord? Il faut faire attention. Là, le module, quand il n'y a pas de 20 log, c'est le module, hein, c'est pas en dB. Après, on passera en dB, auquel cas on mettra 20 log de K. Mais ça, ce n'est pas utile pour le tracé de Nyquist. On va voir ça par la suite. La pulsation infinie, on a un module à l'infini de 0 et une phase à l'infini de moins pi. Donc le Nyquist, c'est la partie imaginaire en fonction de la partie réelle. On va déjà positionner les points dont on dispose. Donc à 0, pulsation, c'est K et 0. Alors on sait que pour un premier ordre, c'était un demi-cercle. Pour un second ordre, on va tracer le Nyquist sur 2 cadrans. Sur un premier ordre, tout se passait sur un seul cadran, c'était un demi-cercle. Un second ordre, le Nyquist va être tracé sur 2 cadrans. Un troisième ordre va être tracé sur 3 cadrans. Un quatrième ordre va être tracé sur 4 cadrans, et ainsi de suite. Donc un cinquième ordre va être tracé sur 5 cadrans. On commence par le premier, deuxième, troisième, quatrième, et on revient en premier. D'accord? Donc ce que vous avez en bleu, c'est le tracé de Nyquist pour un xi égal à 2. Donc au début, on commence par la partie réelle K, la partie imaginaire 0. Et pulsation infinie, on a une partie imaginaire nulle et partie réelle nulle. Alors, le vecteur ici, c'est le module de K. Donc c'est comme ça que l'on peut avoir des points précis. Donc pour chaque pulsation, je peux calculer le module. Et à ce moment-là, je peux tracer, connaissant le module et la phase. Donc la phase, c'est ce qui sépare ce vecteur avec l'axe horizontal. Voilà, la phase, elle est là. Donc je peux prendre 2-3 points, voire plus, pour avoir un tracé plus précis. Sur Nyquist, il faudra indiquer le sens des pulsations croissantes par la flèche. Donc la pulsation naturelle est celle qui nous donne le point d'intersection avec l'axe des imaginaires, comme vous pouvez le voir sur la figure. Voilà, plus xi est faible, et plus la courbe va avoir un rayon plus important, mais toujours tracé sur 2 cadrans. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir sur la partie Nyquist d'un système du second ordre. Voilà, la phrase nous dit que la courbe ne va jamais dépasser l'axe des réels. Hein. On ne va jamais passer sur un troisième cadran ou quatrième cadran. Tout se passe en bas par rapport à l'axe des réels. On passe au black pour un système du second ordre qui est le tracé des gains en fonction de la phase.
On aura une asymptote de moins pi. On démarre à 20 log de K et on a une allure qui descend jusqu'à arriver à l'asymptote de moins pi. Donc ça, c'est le tracé pour un xi supérieur à 1. Supérieur à 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résonance. Là, vous avez un tracé pour un xi entre 0,7 et 1. Là aussi, il n'y a pas de résonance. En dessous de 0,7, on commence à avoir une résonance. Alors, comment voir la résonance? C'est qu'à partir de 20 log de K, au lieu de descendre, on va commencer par monter un peu. Ensuite, on va redescendre. Donc, il y a un pic quelque part lié à la résonance. Donc ça, c'est la courbe de Black pour un xi égal à 0,5 en rouge. Donc ici, vous avez une pulsation de résonance, puisqu'il y a eu résonance. Sur les deux autres courbes, la pulsation de résonance n'existe pas. On va résumer ici, on arrive à la fin du cours, on résume les caractéristiques d'un premier ordre. Donc sur un premier ordre, vous avez la constante de temps, tau. On a aussi le temps de réponse à 5% qui vaut 3 fois tau, pardon. Temps de réponse à 5%, il vaut 3 fois tau. Et on a la pulsation de coupure oméga c qui est égale à 1 sur tau. Donc, on a également, ça on ne l'a pas vu, mais je vous le donne ici, on a une relation entre la pulsation de coupure et le temps de réponse qui est une constante. Le temps de réponse à 5% fois pulsation de coupure est égal à une constante. Donc, la largeur de bande, elle sera d'autant plus large que le système est rapide. La largeur de bande, elle est définie par oméga c. Donc oméga c est élevé si le temps de réponse est faible, puisque le produit est constant. Pour un second ordre, on a la pulsation naturelle et le coefficient d'amortissement. Et je vous résume les caractéristiques dans ce tableau. Donc si xi égale à 1, on a vu que la pulsation de coupure se confond avec la pulsation naturelle. Il n'y a pas d'oscillation. S'il n'y a pas d'oscillation, il n'y a pas de résonance. La réponse sera critique apériodique. Il n'y a pas d'oscillation, donc il n'y a pas de période. Si xi est entre 0,7 et 1, la pulsation de coupure se rapproche de la pulsation naturelle, elle n'est pas tout à fait égale. On commence à avoir des pseudo-pulsations. La pseudo-pulsation oméga p est donnée par cette formule. Il n'y a pas encore de résonance. On a un système oscillatoire amorti. Donc c'est des oscillations dont l'amplitude baisse. Si oméga est en dessous de 0,7, on a une pulsation de coupure oméga c qui n'a rien à voir avec la pulsation naturelle. On a la pulsation des pseudo-périodes et on commence à avoir une résonance, donc il y a présence de oméga r donnée par cette formule. Alors dans le cas où xi est inférieur à 0,7, je vous donne ici l'expression de la pulsation de coupure en fonction de oméga n et de xi. Alors, je vous rassure, je ne vous demanderai pas de les retenir par cœur. Le facteur de qualité est égal à 1 sur 2 xi et l'amplitude à la résonance, le facteur de résonance, est donné également par cette formule. Voilà, on a fini